Welcome to the Livre Canada Books webinar on selling digital books to international university libraries. Bienvenue à toutes et à tous. My name is Gabrielle Echeverry. I'm the communications manager at Livre Canada Books, and I'm here today to sort of present the webinar and our speaker, as well as to help facilitate the Q&A session at the end of the presentation. So today's presentation, as many of you know, will be given in French and should take about 60 minutes in addition to the time set aside at the end for your questions. Alors, la présentation d'aujourd'hui sera en français et devrait durer environ 60 minutes. Et nous avons prévu du temps à la fin pour répondre à vos questions. We will be providing simultaneous interpretation for today's session. So in order to access the interpretation, you can click the interpretation icon in your meeting controls. It should look like a globe, and then select the language that you would like to hear. Pour accéder à l'interprétation, cliquez sur l'icône interprétation au bas de votre écran dans les commandes pour la réunion. Et l'icône rassemble un globe et par la suite sélectionnez la langue de votre choix. So hopefully those of you who need interpretation have found it and selected the language of your choice. And for those of you who do not require interpretation, you can leave the interpretation feature off, but it might be useful for you if you are going to be asking questions and want to hear them in both languages as we go through the session. So as I mentioned, after the presentation is complete, we'll be taking questions in both languages via the Q&A function, which should be visible on your screen. For me, it's at the bottom left hand, but feel free to submit questions throughout the webinar and we'll collect them for the Q&A session at the end. For any of you who may have to leave before the hour is through or exactly at the end of the hour session, you are free to send me questions that you may have via email, and I'll make sure to forward them on to our presenter, Stéphane Labbé, on your behalf afterwards. So of course, also, if you encounter any problems or have any technical questions throughout the webinar, please message me as the host via the chat function, and I'll do what I can to help you through. All right, so we are very pleased to be hosting today's webinar, providing key insights on the sale of digital books to international university libraries, as well as providing tips on how to increase your presence and sales in the European university market. The presentation will provide an overview of best practices in selling digital books to university libraries in selected European book markets, as well as information on the opportunities and challenges currently present in these markets. The presentation you will hear today is based on a research report on the same topic that also delves into the ins and outs of working with distributors and library consortia to help sell your books to European university libraries. I'm delighted to introduce today's speaker, Stéphane Labbé. Stéphane is a strategic advisor and researcher focusing on culture and communications. We have been lucky enough to work with him in the past, most recently on a webinar he did for us last year on print on demand, which I think some of you may have attended. It was very well attended and very well received, so we're looking forward to today's presentation. Since 2013, he has helmed a company that specializes in consulting, research, and publishing. And as such, he works with Canadian, European publishing companies, as well as with ministries and professional associations within Canada. He has headed a number of publishing companies and conducted research in the culture and communication sector for many years. Stéphane teaches in the Graduate Diploma and Advanced Special Studies program in Publishing and Digital Publishing at the Université de Sherbrooke, as well as at the School of Library and Information Sciences at the Université de Montréal. Welcome, Stéphane, and thank you for joining us today. I'll turn over the mic to you now so that you can get started. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Alors, je sais que j'ai quelques amis, quelques collègues parmi vous que je salue.
Donc, je ne vous vois pas, moi. Je ne vois que mes collègues de Livre Canada Books, mais voilà, je sais que vous y êtes. Je vois le nombre de participants. Je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse suivre la présentation plus facilement. Alors, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Et donc, comme Gabriel le disait tout à l'heure, ça porte sur la vente de livres numériques et principalement aux bibliothèques universitaires à l'international, mais plus spécifiquement pour le marché européen. Et je vous donnerai la liste des pays un peu plus loin. Donc aujourd'hui, notre séance, je l'ai répartie de cette façon. Je vais commencer par quelques remarques préliminaires, après quoi je vais rappeler les objectifs qu'on s'était fixés, Livre Canada Books et moi, et de la démarche que j'ai déployée avec ma collègue pour les atteindre. Après quoi, je vais vous présenter comment le marché s'est structuré au fil du temps. Le marché, on s'entend ici, on traite du marché de livres numériques aux bibliothèques universitaires européennes. Donc, il s'est structuré d'une certaine façon et je vais vous présenter ça. Ce qui va nous amener à discuter du cœur de notre présentation, c'est-à-dire quelles sont les occasions, les défis et les stratégies pour les éditeurs canadiens, qu'il s'agisse d'éditeurs francophones ou anglophones. Qu'est-ce qui se présente devant vous? Quelles sont les occasions et les défis auxquels vous pourriez faire face dans ce marché? Je vais conclure rapidement et nous aurons, comme le disait Gabriel, une période de discussion où vous pourrez poser vos questions. Voilà. Donc, d'abord, quelques remarques préliminaires. Donc, Gabriel m'a déjà présenté. J'ajouterai à cette présentation que j'ai moi-même fait des études supérieures et j'ai eu, évidemment, donc la chance, je vais appeler ça comme ça, de faire de très nombreuses recherches à l'aide des bases de données, dans les catalogues des bibliothèques universitaires, évidemment, dans les catalogues des bibliothèques universitaires canadiennes, mais le système, ou plutôt le fonctionnement de ces catalogues sont très semblables et je pourrais donc témoigner de plusieurs constats qu'on a pu faire dans le cadre de notre recherche par cette expérience. Je rappelle donc qu'il y a une traduction qui est simultanée. Alors, si vous avez l'impression que je parle un peu plus lentement qu'à l'habitude, je pense à mes collègues et à mes amis, bien, ce n'est pas une impression, je tente simplement de faciliter un peu la vie à nos collègues. Je veux également rappeler, comme Gabriel le disait, qu'il s'agit d'une présentation qui synthétise un rapport de recherche qui, lui, fait plus d'une centaine de pages. Alors, vous comprendrez qu'il y a certaines sections de ce rapport-là que je vais survoler, alors que je vais m'attarder davantage à la section qui traite justement des occasions, des défis et des stratégies que je recommande pour percer le marché du livre numérique dans les bibliothèques universitaires européennes. Évidemment, je tiens à souligner l'apport important d'une collaboratrice avec qui je travaille depuis belle lurette, Marie-Ève Dugas, qui est une bibliothécaire universitaire d'expérience. Elle a travaillé en bibliothèque universitaire pendant 18 ans et elle a siégé sur de très nombreux comités des comités comme des consortiums universitaires canadiens. Et donc, c'est un milieu qu'elle connaît beaucoup et elle m'a beaucoup aidé à mieux comprendre, en fait, autant les besoins des consortiums et donc des bibliothèques universitaires que le fonctionnement des grossistes qui les desservent. Donc, je souligne la part de Marie-Ève dans cette recherche comme dans cette présentation. Voilà pour les remarques préliminaires. Donc, sans plus tarder, je vais faire un rappel des objectifs qu'on s'était fixés, Livre Canada Books et moi, et la démarche méthodologique que j'ai déployée pour les atteindre. Donc, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était d'élaborer un portrait du marché des bibliothèques universitaires et de leurs éventuels regroupements. On savait d'ores et déjà que plusieurs s'étaient regroupés. Donc, on voulait faire une étude descriptive, un portrait là, qui fait la description du marché des bibliothèques universitaires
dans les pays qui sont les suivants, donc la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc, on n'est pas allé du côté du monde anglophone, donc on n'a pas traité du Royaume-Uni. Donc, il y a toutes sortes de pays en Europe qu'on n'a pas traités et c'est un choix qu'on a fait pas concernant, mais plutôt en considérant, voilà, le temps qui nous était imparti, mais également le budget que nous avions. Donc, ce sont les pays que nous avons sur lesquels nous nous sommes attardés dans cette étude. Pour arriver à dresser ce portrait, on a effectué une recherche documentaire très fine, très rigoureuse, notamment à l'aide de Marie-Ève, afin d'identifier les principaux consortiums qu'on retrouve en Europe, dans les pays précités. Et ce qu'on a fait, on a voulu rendre le rapport qui sera publié incessamment là, par Livre Canada Books, on a voulu rendre ce rapport-là utile, c'est-à-dire non seulement utile puisqu'il adresse les enjeux, les défis, etc., mais un document pragmatique, je dirais, c'est-à-dire que vous pourrez consulter puisqu'on a produit des fiches descriptives pour chacun des consortiums. Je vais y revenir un peu plus tard, mais donc c'est la démarche qu'on a déployée pour dresser le portrait du marché des bibliothèques universitaires. On a fait la même chose, mais pour les grossistes. Et là, évidemment, quand je parle de grossistes, on peut les appeler les diffuseurs, on peut les appeler les distributeurs. On va éclaircir ça aussi un petit peu plus loin dans la présentation aujourd'hui. Mais donc, notre deuxième objectif, c'était d'élaborer un portrait ici aussi descriptif des grossistes qui vendent actuellement des livres numériques dans ce marché, c'est-à-dire les bibliothèques universitaires des 6 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Là aussi, évidemment, on a fait une recherche documentaire pour les identifier. On a également produit des fiches descriptives qui vont vous permettre de mieux comprendre le positionnement de chacun de ces grossistes. Également, je vais vous présenter le contenu de ces fiches-là un petit peu plus loin. Et on en a profité aussi pour réaliser des entretiens individuels avec les grossistes. Évidemment, quand ces grossistes-là se sont montrés intéressés, mais quand même, on a réussi à discuter avec plusieurs d'entre eux. Et on s'est entretenu avec eux pour mieux comprendre leur fonctionnement, mieux comprendre les enjeux, les défis que le marché européen présente. Le troisième objectif qu'on s'était fixé, c'est le plus important et c'est le cœur de notre présentation d'aujourd'hui. C'était de définir les enjeux et les défis pour les éditeurs canadiens, anglophones et francophones, pour développer ces marchés-là. Et donc, il y a je dirais au moins la moitié, sinon les 2/3 de notre présentation d'aujourd'hui qui concernent cet objectif-là. Et évidemment, pour y arriver, on a analysé l'ensemble des documents et des entretiens individuels qu'on a pu mener dans le cadre de notre recherche pour vous faire, enfin d'abord pour identifier ces défis et ces enjeux, mais surtout pour vous proposer des stratégies pour y faire face. Dans le cadre de l'avancement de nos travaux, Marie-Ève et moi, on s'est fixé un 4e objectif qui ne faisait pas partie du mandat que Livre Canada Books nous avait octroyé. On s'est dit que c'était une belle occasion d'élaborer un portrait très sommaire, très synthétique de la présence actuelle des éditeurs canadiens dans ces marchés. Et donc, de façon presque systématique, on a fait des coups de sonde à l'intérieur des bases de données bibliographiques de chacun des consortiums qu'on a documentés. Évidemment, on n'a pas adopté une méthode statistique rigoureuse. C'était pour nous, au départ, un coup de sonde, véritablement, qu'on voulait faire. On voulait prendre la mesure de façon globale de la présence des éditeurs canadiens dans le marché. Et donc, c'est un portrait qui n'est pas statistiquement représentatif, mais quand même qui donne un bon regard sur la présence de nos éditeurs dans ces marchés-là. Aujourd'hui, on n'en présente pas les résultats, mais on les présente en annexe au rapport de recherche qui sera publié, je le disais tout à l'heure, incessamment. Voilà pour les objectifs et la démarche qu'on a utilisée. Évidemment, tout ça est documenté de façon beaucoup plus extensive, je dirais, dans le rapport de recherche.
Ça me permet de commencer la présentation par vous présenter la structure de l'offre et de la demande dans ce marché qui est immense. D'abord, effectivement, on a constaté que la demande est immense. Il s'agit d'environ, c'est pas environ, il s'agit de 4300 bibliothèques universitaires qui sont présentes dans les 6 pays que nous avons sondés. Donc, d'un côté, cette demande astronomique de 4300 bibliothèques universitaires, et évidemment, vous vous imaginez bien tous les usagers qui sont derrière chacune de ces 4300 bibliothèques-là, qu'il s'agisse d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professeurs, peu importe. Et de l'autre côté, on a une offre qui est extrêmement impressionnante aussi. On a fait un petit coup de sonde là aussi, mais un peu plus rigoureux. On a juste vérifié combien de documents avaient été mis en disponibilité dans une bibliothèque d'importance. Et on a découvert qu'il y avait eu en 2020 5,5 millions de documents scientifiques qui avaient été mis en disponibilité dans cette bibliothèque-là, dont 37 500 livres numériques. Alors, vous voyez la proportion déjà, là, si on dénombre, pardon, je cherchais le mot, 37 500 livres numériques, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un peu plus de 5 millions d'articles scientifiques qui sont également présents sur cette plateforme. Donc, en fait, une offre qui est extrêmement impressionnante. Là, ça, c'est juste les nouveaux documents qui ont été mis en ligne en 2020. Donc, à chaque année, il y a, j'imagine, une proportion semblable. Et donc, devant une demande aussi grande et une offre aussi impressionnante, bien, le marché il était nécessaire pour le marché de se structurer et ils l'ont fait par des regroupements d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu des regroupements du côté de la demande comme des regroupements du côté de l'offre. Et ces regroupements visaient essentiellement l'efficience des échanges commerciaux. Alors, ces regroupements-là, ben, du côté de l'offre, les bibliothèques, les 4300 bibliothèques européennes, se sont regroupées en 23 consortiums dans 6 pays. Le plus souvent, ces consortiums sont soit délimités géographiquement, donc généralement dans un seul et même pays, soit linguistiquement, donc dans un pays comme la Belgique ou la Suisse, où on retrouve différentes langues. Les consortiums se sont regroupés par aire linguistique. On va évidemment en parler un peu plus, on n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui, mais dans le rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des fiches descriptives pour chacun de ces 23 consortiums. Je ne vous présente pas le contenu des fiches, mais je vais vous présenter la fiche, ce qu'elle comprend un peu plus loin. Mais donc, ces 23 consortiums qui regroupent les 4300 bibliothèques dans les 6 pays, desservent aujourd'hui une population étudiante d'environ 20 millions d'individus. Alors, ça ne comprend pas tous les chercheurs, les professeurs, les professionnels de recherche, mais ça comprend tout de même environ 20 millions, c'est 20 500 000, si mon souvenir est exact, étudiants dans ces pays. Du côté des grossistes, et donc du côté de l'offre, évidemment, il y a un nombre incalculable d'éditeurs qui produisent autant d'articles scientifiques que de livres numériques scientifiques ou universitaires. Et là aussi, on s'est regroupé autour de 9 grossistes distributeurs principaux. De toute évidence, il y en a un peu plus, mais quand on regarde les échanges ou plutôt la structure du marché européen, les 9 grossistes distributeurs qu'on a identifiés s'accaparent au moins 90% pardon, des échanges. Et donc, ces grossistes offrent une multitude de documents numériques sous de très nombreux modèles d'affaires qu'on va aborder un peu plus loin dans la présentation. Mais un des constats qu'on a fait lorsqu'on a élaboré les différentes fiches descriptives de chacun de ces grossistes, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement il y avait une multitude de modèles d'affaires qui étaient proposés par les grossistes
au consortium, mais que très souvent, chacun de ces modèles-là faisait l'objet d'une adaptation singulière qui allait répondre à des besoins spécifiques d'un consortium donné. Et donc, s'il y a effectivement de très nombreux modèles d'affaires qui sont proposés par les grossistes, on retrouve également de très nombreuses adaptations très spécifiques à chacun des consortiums. Ça donne un peu ce genre de structure de marché où on a des éditeurs qui font affaire parfois avec juste un grossiste, parfois avec plusieurs grossistes. Chaque grossiste fait affaire avec certains consortiums, parfois un seul, parfois deux, parfois trois, parfois tous les consortiums. Il y a des grossistes qui ont une amplitude très importante dans le marché et donc ils ont une amplitude en fait quasi mondiale. Et ces consortiums, évidemment, regroupent certaines bibliothèques, je le disais tout à l'heure, des bibliothèques qui sont regroupées soit sous une aire géographique, soit sous une aire linguistique. Et donc, il y a tous les cas de figure qui sont possibles, c'est-à-dire de l'éditeur au grossiste, au consortium jusqu'à la bibliothèque. Il y a aussi le modèle où l'éditeur vend un grossiste qui vend directement à des bibliothèques. Il y a aussi le modèle où l'éditeur vend directement à des bibliothèques, ce qui est vraiment l'exception, je vous dirais, surtout lorsqu'il s'agit de livres numériques. Mais donc, le cas de figure classique, c'est l'éditeur qui confie sa représentation à au moins un grossiste. Le plus souvent, c'est plusieurs, mais à au moins un. Ce grossiste-là ou ces grossistes-là vont faire des négociations avec certains des consortiums des 6 pays qu'on a documentés. Et ces consortiums regroupent certaines bibliothèques ou plutôt à qui sont destinées ces négociations. Et donc, vous voyez que d'un côté, on a la production, donc l'offre qui s'est structurée autour des grossistes et qui négocie pour les éditeurs des conditions maximales avec les consortiums. Et de l'autre côté, vous avez les bibliothécaires universitaires qui se sont regroupés autour de consortiums qui, eux aussi, vont tenter de négocier les conditions maximales auprès des grossistes pour les bibliothécaires. Je vous le disais tout à l'heure, dans le rapport de recherche, vous allez retrouver pour chaque consortium, il y en a 23, et chaque grossiste, il y en a 9, une fiche descriptive. Dans la fiche type du consortium, vous allez retrouver évidemment une description sommaire du consortium, son site, évidemment, le type de consortium, parce qu'il y a des consortiums destinés à l'achat de ressources et des consortiums qui sont plutôt de type service, qui sont moins intéressants pour le développement de nos ventes de livres numériques à l'étranger. Évidemment, on a dénombré les institutions qui sont membres du consortium, c'est-à-dire quelles sont les bibliothèques qui font partie de ce regroupement. On fait état du fait s'il y a effectivement présence ou non d'un catalogue commun, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un catalogue collectif dans lequel on peut faire des recherches et qui nous permet d'identifier toutes les ressources numériques de toutes les bibliothèques universitaires du consortium. Donc, si c'est le cas, on le mentionne. On a également documenté les ressources qui sont négociées par le consortium. Donc, est-ce qu'effectivement, ce consortium négocie du livre numérique, notamment? Les coordonnées des négociateurs du consortium, lorsqu'elles étaient disponibles, mais la plupart du temps, elles l'étaient. Et évidemment, parfois, des commentaires de la part de Marie-Ève ou de moi-même lorsque jugé pertinent. C'est la même chose pour les grossistes. Pour chacun des 9 grossistes, on a produit une fiche descriptive qui vous donne le site web de l'entreprise et évidemment les coordonnées de contact pour les éditeurs qui souhaitent négocier une entente de diffusion-distribution avec chacun de ces grossistes, une description d'entreprise, une liste non exhaustive des éditeurs qui sont actuellement diffusés et distribués par le grossiste. Donc, je dis non exhaustive parce que parfois elle est très, très longue. Très souvent, vous allez retrouver un lien qui vous mène vers la
liste complète sur le site du grossiste, mais c'était pour vous donner en fait une idée non seulement du type d'éditeur représenté, mais aussi je dirais, encore une fois, l'amplitude du grossiste en question. On a évidemment documenté le marché, enfin la présence de l'entreprise auprès des différents consortiums. Donc, je vous parlais des 23 consortiums tout à l'heure. Donc, quelle est la présence de ce grossiste-là chez les différents consortiums? Vous allez retrouver cette information-là. Et quelle est sa présence la plus forte? Alors, parce que, on va en parler un petit peu plus loin aussi, chaque grossiste a une présence plus forte dans certains marchés que d'autres. Et ça a évidemment des incidences pour les éditeurs. Donc, on a tenu à vous faire part de cette information-là. Évidemment, les langues des ouvrages qui sont représentés, les domaines de publication représentés. Donc, est-ce que c'est un grossiste qui est plutôt spécialisé dans les sciences dures, le génie, etc., ou s'il est davantage dans les sciences sociales, les sciences humaines, etc. Et encore une fois, des commentaires et des informations additionnelles lorsque Marie-Ève et moi l'avons jugé pertinent. Voilà pour la structure du marché. Je le disais tout à l'heure, c'est une présentation sommaire de ces parties du rapport de recherche parce qu'il sera plus intéressant pour vous de lire ces sections plutôt que je vous présente chacune des fiches descriptives. D'ailleurs, on n'aurait pas eu assez de temps, on n'aurait pas eu assez d'une heure. Donc, voilà pour cette section-là. Ça me permet de vous amener au cœur de notre présentation, celle qui vous intéressera certainement davantage, qui traite des occasions. Donc, quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Quels sont les défis aussi auxquels il faut faire face dans ce marché? Puis, quelles sont les stratégies que Marie-Ève et moi avons identifiées comme étant les bonnes pour percer dans ce marché? Alors, laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Alors, le premier constat qu'on a fait, Marie-Ève et moi, c'est qu'il s'agit d'un marché où la diffusion est non exclusive. Ce qui est je dirais, un constat qui était improbable pour nous, puisque, comme vous le savez, dans l'industrie du livre papier, l'industrie du livre que je vais appeler traditionnelle, lorsqu'on s'engage dans une entente de diffusion-distribution dans un territoire donné, l'entente qu'on va signer avec le diffuseur sera toujours exclusive. Et donc, on n'aura pas le droit de confier notre diffusion à une autre entreprise dans le même marché. Dans le marché du livre numérique en Europe, dans le marché des bibliothèques universitaires, on s'entend, on est dans un contexte où les diffuseurs ne sont pas exclusifs. Et ce qui fait en sorte que lorsque vous signez une entente avec un des 9 grossistes que vous retrouverez dans le rapport, ça ne vous empêche pas de signer une entente semblable pour les mêmes marchés, le même territoire, avec un autre grossiste. Et devant cet état de fait-là, devant ce constat, évidemment, la stratégie de l'éditeur pour maximiser ses chances de développement des ventes de livres numériques dans le marché européen, c'est de signer des ententes, c'est de multiplier le nombre d'ententes avec les différents grossistes, quitte à signer des ententes avec les 9 grossistes que nous avons documentés dans le rapport. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, chaque grossiste a une espèce de spécialité, soit géographique, soit linguistique. Et donc, leur présence dans le marché européen global, elle est plus forte dans certaines régions géographiques ou dans certaines aires linguistiques et elle est plus faible dans d'autres parties. Et donc, le fait de démultiplier, ou plutôt de multiplier, pardon, les ententes avec les différents grossistes, ça vous permettra d'atténuer les faiblesses de certains grossistes. Ça vous permettra donc d'être présent sur l'ensemble des marchés de la façon la plus forte, finalement. C'est le premier constat qu'on a fait. Et évidemment, lorsqu'on signe
lorsqu'on multiplie le nombre d'ententes avec des grossistes, donc avec des diffuseurs, distributeurs, ben ça a évidemment des impacts sur le travail qu'il faut faire en tant qu'éditeur. Vous le savez, tout le travail qui est à faire avec un diffuseur-distributeur, c'est énorme. Et dès lors qu'on multiplie le nombre de diffuseurs-distributeurs avec qui on travaille, bien évidemment, ça multiplie également les tâches. Donc, c'est une stratégie qu'on recommande fortement, celle de multiplier les ententes avec les différents grossistes. Idéalement, on vous recommande de signer des ententes avec les 9 grossistes, mais encore faut-il que vous vous octroyiez les ressources pour gérer l'ensemble de ces 9 ententes avec les grossistes. Deuxième élément, évidemment, on a pu identifier de très nombreux modèles d'affaires qui sont à la fois proposés par les grossistes, je le disais tout à l'heure, mais aussi très souvent adaptés à des réalités spécifiques à chacun des consortiums. De ce constat-là, donc du fait qu'il y a de très nombreux modèles d'affaires, mais avant de vous parler des constats, je vais vous parler plutôt justement de ces modèles d'affaires-là. Je vais vous les nommer. Et dans le rapport de recherche, ils sont explicités, ils sont définis, ils sont circonscrits de façon rigoureuse, donc vous pourrez vous y référer, mais disons qu'il y a évidemment l'achat au titre, il y a l'acquisition pérenne du fichier, il y a les collections personnalisées, il y a les collections thématiques, il y a évidemment le fameux DDA, le Demand Driven Acquisition, il y a son pendant le EBA, c'est-à-dire le Evidence Based Acquisition, il y a évidemment le streaming, enfin bref, toutes sortes de modèles d'affaires qui sont, je le disais tout à l'heure, regroupés sous ceux que je viens d'évoquer, mais qui sont très souvent adaptés à des réalités spécifiques pour chacun des consortiums. Et donc, devant cette réalité, devant le fait qu'il y a autant de modèles d'affaires, ben, autant Marie-Ève et moi y avons vu une occasion d'affaires, autant les grossistes sont d'accord avec cette vision-là, c'est-à-dire que ce qu'on vous invite à faire en tant qu'éditeur, c'est à considérer chacun de ces modèles d'affaires comme autant de canaux de diffusion. Alors, je vais prendre l'analogie du livre papier. Quand on publie un livre au format papier, on a devant nous différents réseaux de vente. On a, par exemple, en France, on a les librairies de niveau 1, les librairies de niveau 2, on a les grossistes qui s'adressent aux bibliothèques publiques, etc. Ici au Québec, par exemple, on a les librairies indépendantes, les librairies à succursales, la grande diffusion, les clubs de livres, enfin bref, il y a toutes sortes de canaux de diffusion que l'on peut emprunter selon, évidemment, les clientèles qu'on vise. Eh bien, dans le livre numérique qui est destiné aux bibliothèques universitaires européennes, nous, on considère que la meilleure solution pour l'éditeur, c'est de rendre disponibles ces œuvres dans chacun de ces canaux de diffusion. Et donc, de rendre disponible l'ensemble des catalogues sous l'ensemble des modèles d'affaires. Et donc, autant dans un modèle d'achat au titre ou dans des collections qui sont thématiques, des collections qui sont personnalisées, autant également dans les modèles que sont le Demand-Driven ou le Evidence-Based Acquisition. Donc, de rendre donc disponibles les catalogues des œuvres au format numérique dans chacun de ces canaux de diffusion, dans chacun de ces modèles d'affaires, de telle sorte que lorsque les consortiums et les bibliothécaires font leur choix, vous vous retrouvez partout. Vous êtes dans tous les canaux de diffusion. Évidemment, c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes justement dans un format numérique. Si vous étiez dans un format papier, on fait toujours des choix parce que lorsqu'on veut couvrir l'ensemble des canaux de diffusion d'un marché au format papier, on doit imprimer en fonction et donc ça nécessite des investissements importants. Alors que
lorsqu'on est dans un format numérique, le fait de le rendre disponible ne nécessite pas d'investissement additionnel. Donc, c'est une recommandation voilà, qu'on vous fait, Marie-Ève et moi, et que les grossistes vous font également. Je revois mes notes pour m'assurer que je n'oublie rien. C'est bon pour ça. Troisième élément, évidemment, vous ne serez pas surpris qu'on parle de métadonnées aujourd'hui, puisqu'il s'agit de livres numériques, mais non seulement de livres numériques, mais de livres numériques dans le contexte des bibliothèques universitaires. Alors, là, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un étudiant ou d'un chercheur, peu importe, ou d'un professeur, qui fait une recherche dans un catalogue, dans le catalogue de sa bibliothèque universitaire. Alors, évidemment, il va utiliser certains mots-clés et à l'aide des mots-clés qu'il aura utilisés, le catalogue va lui proposer différents documents numériques qu'il pourrait consulter pour faire sa recherche. Dans ces documents, il y aura évidemment de très nombreux articles scientifiques. On l'a vu tout à l'heure, dans les catalogues des bibliothèques universitaires, il y a surtout des articles scientifiques, mais évidemment, il y a des livres numériques. Et donc, pour que le livre numérique, votre livre numérique apparaisse dans les résultats qui sont présentés à l'usager, à l'étudiant en question, encore faut-il que vos métadonnées soient robustes, qu'elles soient complètes, qu'elles soient riches. Et c'est un des principaux enjeux qui a été soulevé par les grossistes lors de nos entretiens individuels, les métadonnées. Évidemment, on en entend parler depuis déjà presque 10 ans au Canada, mais ça reste encore effectivement un enjeu. Alors, il y a 3 démarches qu'on a identifiées comme étant des stratégies gagnantes en matière de métadonnées pour faire en sorte que, justement, lorsque l'usager fait sa recherche dans les bases de données universitaires, donc dans les catalogues des bibliothèques universitaires, qu'il puisse vous retrouver, qu'il puisse retrouver vos œuvres. Évidemment, certaines de ces recommandations ou de ces stratégies nécessiteront dans l'avenir des recherches additionnelles qui pourraient être menées soit par Livre Canada Books ou d'autres entités, mais de toute évidence par des regroupements et donc par un collectif. Mais l'une des recommandations, ou plutôt l'une des stratégies, c'est évidemment de mieux connaître le fonctionnement de ces fameux moteurs de recherche. Évidemment, si chacun des catalogues des bibliothèques universitaires est relativement différent, ils utilisent tous à peu près le même fonctionnement. Encore faut-il bien comprendre comment tout cela fonctionne et ce qu'on a suggéré dans le rapport à Livre Canada Books, c'est d'organiser une formation destinée aux éditeurs qui traiterait spécifiquement de cet enjeu de fonctionnement des bases de données des bibliothèques universitaires pour que, puisque évidemment, à partir du moment où on comprend mieux comment sont agrégés ou collectés les mots-clés dans les métadonnées, il est plus simple pour l'éditeur de produire ces métadonnées. Le deuxième élément, c'est évidemment de mieux comprendre les stratégies de recherche des usagers. Alors là aussi, il y a évidemment toutes sortes de documentation qui existent, des recherches qui ont été faites sur le sujet. On en retrouve par ailleurs dans le rapport de recherche qu'on a soumis à Livre Canada Books. Mais je suggère, dans le rapport, en fait, on recommande d'aller un peu plus loin que ça et d'organiser non seulement une recherche, mais aussi une formation destinée aux éditeurs pour les aider à mieux comprendre les stratégies de recherche des usagers. Et donc, à quoi je réfère quand je parle de stratégie de recherche, c'est comment un étudiant agit ou interagit avec la base de données du catalogue de sa bibliothèque universitaire. Comment ça fonctionne? Comment il choisit ses mots-clés? Comment il organise sa recherche? Et évidemment, à partir du moment où je n'arrêterai pas d'accrocher ma table, je suis désolé. Et donc, il est impératif, je pense, de bien connaître les stratégies de recherche utilisées par les chercheurs et les étudiants et les professeurs
pour, évidemment, encore une fois, mieux organiser, mieux produire les métadonnées qu'on transmet à nos grossistes. Troisième élément qui concerne les métadonnées, c'est qu'on sait déjà, ça a été établi dans des recherches qu'on cite d'ailleurs dans le rapport de recherche, il est établi que les étudiants, les chercheurs vont toujours faire leurs recherches dans leur langue maternelle, a priori, et s'ils font face à de piètres résultats, ils vont effectuer la même recherche, mais cette fois-ci en utilisant la langue anglaise. Alors, on connaît évidemment tous et toutes la production scientifique anglophone qui est immense par rapport aux autres aires linguistiques. Et donc, c'est le réflexe qu'ont développé les chercheurs et les étudiants. Et donc, sur le catalogue de leur bibliothèque universitaire, sur les bases de données, la première recherche qu'ils feront, ils le feront en utilisant des mots-clés de leur langue maternelle. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne serait pas fou de traduire les mots-clés les plus importants de chacun de nos livres numériques dans les langues où on souhaite percer. Alors, si, par exemple, vous êtes un éditeur anglophone et que vous souhaitez percer dans le marché francophone et dans le marché, disons, allemand, ben, vous pourriez proposer des métadonnées qui sont à la fois en anglais, en français et en allemand, évidemment pour je dirais les mots-clés principaux, puisque de toute évidence, faire la traduction complète des métadonnées serait très exigeant. Voilà pour les métadonnées. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose là-dessus. Juste rappeler en fait l'importance en fait, de ces métadonnées, puisque je le disais tantôt, il y a quelques modèles d'affaires, dont le Evidence-Based Acquisition et le Patron-Based Acquisition, qui nécessitent que l'usager utilise votre livre numérique avant qu'il ne soit acheté effectivement par le consortium ou par la bibliothèque. Mais pour qu'il l'utilise, encore faut-il qu'il le découvre. Et donc, on voit ici toute l'importance de la richesse des métadonnées. Si l'étudiant ou le chercheur ne vous trouve pas, de toute évidence, il n'utilisera pas votre livre et s'il n'est pas utilisé, il ne sera pas acheté. C'est le nerf de la guerre, comme dirait l'autre. Évidemment, le livre numérique est, j'allais dire extrêmement, j'aime pas les extrêmes, mais il est très singulier par rapport à son concurrent le plus proche dans les bibliothèques universitaires, c'est-à-dire les articles scientifiques. Et donc, le livre numérique, il convole dans les catalogues des bibliothèques universitaires avec les articles scientifiques. Or, lorsqu'un article scientifique est publié, il est évidemment publié sous l'égide d'une revue scientifique qui gère finalement le comité de révision par les pairs, notamment, ou d'évaluation plutôt par les pairs. Mais lorsqu'il est mis en ligne dans les bases de données, c'est évidemment avant toute chose l'article scientifique et ses propres mots-clés, ses propres métadonnées qui sont répertoriés dans la base de données et donc dans le catalogue. Ce n'est pas la même chose pour le livre. Le livre contient le plus souvent plusieurs chapitres, parfois même plusieurs auteurs. Dans certains ouvrages collectifs, chaque chapitre a évidemment son ou ses auteurs. Et lorsqu'on répertorie le livre dans un catalogue, ben, c'est avant toute chose le livre dans sa globalité qu'on va répertorier et un peu moins souvent, je dis un peu moins souvent parce que certains le font et certaines bases de données le permettent, mais un peu moins souvent, chacun des chapitres du livre. Et donc, cette nature qui est singulière par rapport à l'article scientifique constitue un défi, en fait, pour les éditeurs de livres numériques. C'est un défi puisqu'il faut produire et transmettre des métadonnées qui concernent, oui, le livre en soi, mais aussi chacun des chapitres.
Et donc, on a deux recommandations, deux conseils à faire sur ce sujet-là. Évidemment, celui effectivement de produire et de transmettre des métadonnées riches, non seulement pour le livre, mais aussi pour chacun des chapitres. Mais deuxième conseil, peut-être d'étudier à tout le moins la faisabilité de vendre les chapitres et donc d'éclater le livre en chapitres et de faire donc de chacun des chapitres un produit en soi, un produit numérique en soi, avec ses propres métadonnées. Chez Cairn, C-A-I-R-N, qui est un des grossistes qui est documenté dans le rapport de recherche, ils offrent déjà ce service d'éclater le livre en chapitres et de faire de chacun de ces chapitres un produit en soi. Et donc, c'est peut-être une tendance qui sera adoptée par le milieu au fil du temps, mais nous, ce qu'on souhaitait, Marie-Ève et moi, c'est attirer votre regard sur cet état de fait. On pense tous les deux que le fait d'enrichir les métadonnées au niveau des chapitres pourrait permettre un meilleur repérage, une meilleure découvrabilité dans les catalogues des bibliothèques universitaires. Je vois qu'il y a un commentaire, je vais juste aller voir de quoi il s'agit. Ah bon, alors pour les questions, si ça ne vous dérange pas, on va les garder en note, Gabriel et moi, et on va y répondre à la fin de la présentation. Ce sera plus simple pour moi, en tout cas, et possiblement pour la gestion des questions. Voilà donc pour la nature singulière du livre numérique. Ça m'amène à vous parler des contraintes d'accès et des contraintes d'usage. Alors ça, s'il y a quelque chose qui est sorti fort du discours, ou je devrais dire des discours des participants, donc ceux qui nous ont accordé des entretiens, majoritairement des grossistes, ce sont les contraintes d'accès et les contraintes d'usage qui sont imposées par les éditeurs. C'est un frein immense à l'utilisation des livres numériques, à leur acquisition par les consortiums et par les bibliothèques, in fine. Et donc, c'est une situation qui est déplorable puisque les éditeurs font déjà beaucoup d'efforts pour maximiser la découvrabilité des œuvres. Mais ces fameuses contraintes d'accès ou ces contraintes d'usage qui sont imposées par les éditeurs font en sorte que les livres ne sont pas achetés, ne sont pas acquis par les différentes bibliothèques et leurs consortiums, évidemment. Ce sont des freins également pour les usagers. Alors, je vous ramène à l'exemple de l'étudiant qui fait des recherches sur le catalogue de sa bibliothèque universitaire. Lorsque le catalogue lui présente les résultats de sa recherche, prenons l'exemple du fait où vous retrouvez votre livre numérique s'y retrouve dans les résultats et l'étudiant trouve le livre numérique intéressant, pertinent pour sa recherche. Il tente de l'ouvrir, d'y accéder, de le télécharger et dans certains cas, lorsqu'on a effectivement mis des contraintes d'accès ou des contraintes d'usage, tout ça est complexifié par rapport, évidemment, à l'accès et à l'usage qu'on offre pour les articles scientifiques. Alors, vous le savez, les articles scientifiques, quand on clique dessus dans une base de données ou dans un catalogue universitaire, on y accède instantanément et on peut le télécharger instantanément sur notre ordinateur pour référence ultérieure ou pour lecture ultérieure, peu importe. Ce n'est pas le cas pour la plupart des livres numériques. Et ça constitue un frein pour les usagers, que sont les étudiants, les chercheurs et les enseignants. Comprenez-moi, les usagers, lorsqu'ils vont faire le choix des références qu'ils vont utiliser, la facilité d'accès
La facilité d'usage du document numérique en question sera un élément déterminant dans leur choix. Bien sûr, un livre numérique qui ferait l'objet d'une contrainte d'accès d'usage, mais qui s'avérerait extrêmement pertinent pour le sujet de recherche de l'étudiant en question, l'étudiant se plierait à ces contraintes d'accès et d'usage. Ça va de soi, mais devant des ressources documentaires équivalentes, l'article scientifique sera priorisé, privilégié, devrais-je dire, parce qu'il n'a aucune contrainte d'accès et d'usage. Dans le rapport de recherche, on vous cite des extraits de recherches qui ont été faits et qui démontrent les impacts de ces contraintes d'accès et d'usage imposées par les éditeurs de livres numériques. Je vous en cite 3 petites. Selon Pierrard et Hall, les étudiants éprouvent de la confusion lorsqu'ils doivent faire face à des barrières d'accès dans les plateformes de livres numériques, notamment la possibilité d'imprimer ou de télécharger ou l'obligation de créer un compte pour avoir accès aux livres. Deuxième citation, selon Casselden et Pierce en 2019, les limitations d'accès d'un livre à une personne à la fois sont incompréhensibles et frustrantes pour les étudiants. Troisième citation, les étudiants préfèrent un format avec lequel ils sont familiers, comme le PDF, et qu'ils peuvent organiser à leur guise dans leur système sans DRM, et c'était une citation de Hobbs et Clare en 2016. Donc, je vous invite évidemment à lire avec beaucoup d'attention ces articles qui démontrent les impacts des contraintes d'accès et d'usage sur l'utilisation que font les usagers des bibliothèques universitaires. Encore une fois, je vous ramène sur les modèles d'affaires. Moins les étudiants utilisent les livres numériques, moins ils seront achetés, notamment dans les modèles d'affaires DDA et EBA. Et donc, on a tout avantage, non seulement à être découvrable, mais aussi à donner un accès semblable et un usage semblable à ce que les étudiants et les chercheurs s'attendent. Je vais m'assurer que je n'ai rien oublié là-dessus. Je ne pense pas. J'avance. Donc, un autre élément extrêmement important ici, c'est le besoin d'une véritable diffusion. Alors, là, je vais distinguer pour vous ce que j'entends, comment je distingue la diffusion de la distribution. La distribution, c'est la fonction qui rend disponible une œuvre dans une plateforme. C'est celle de gérer les aspects financiers, contractuels. C'est d'assurer la mécanique technique. De la même façon, en fait, que au format papier, le distributeur va entreposer les stocks, va faire la manutention, l'expédition, la facturation, la gestion d'inventaire, etc. La diffusion, elle concerne la promotion des œuvres, la fonction de faire connaître, de développer des stratégies pour maximiser la visibilité des œuvres. Or, les 9 grossistes qu'on documente dans le rapport de recherche sont beaucoup plus proches du distributeur que du diffuseur. C'est-à-dire qu'ils assurent effectivement toute la mécanique contractuelle et financière et technologique également de la distribution des livres numériques chez les consortiums et les bibliothèques. Mais ils n'assurent pas la diffusion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le rôle de faire connaître vos œuvres auprès des consortiums ou auprès des bibliothécaires universitaires. Et donc, l'une des stratégies pour augmenter ou plutôt développer les ventes de livres numériques dans ce marché, c'est de se doter d'une véritable diffusion. Comme les grossistes n'offrent pas ce service, de toute évidence, il faut que ce soit les éditeurs qui assument cette fonction. Vous le savez, vous le faites déjà dans les marchés traditionnels au format papier. La diffusion, la promotion, c'est une fonction qui est extrêmement exigeante et qui demande beaucoup de ressources. Évidemment, il y a de très nombreuses stratégies de diffusion que l'on peut envisager pour les éditeurs canadiens, qu'il s'agisse de la création de collections qui sont thématiques
ou des collections qui sont personnalisées à certains consortiums ou à certaines bibliothèques. Évidemment, l'optimisation des relations qu'on a avec les grossistes, c'est-à-dire d'être à l'affût, d'être proactif auprès de nos diffuseurs, auprès de nos grossistes, pardon, pour qu'ils nous aident, qu'ils nous aident à mettre sur pied ce genre d'action auprès des consortiums. Mais voilà, là où le bas blesse, c'est que la majorité des éditeurs qui publient du livre numérique qui est destiné au marché universitaire, ce sont souvent de petites structures avec peu de ressources. Il y a de toute évidence, et vous le savez, qu'il y a des structures plus grandes, avec plus de ressources, mais disons que dans l'ensemble, on constate surtout des petites structures avec peu de ressources. Et donc, devant cet état de fait-là, c'est-à-dire le besoin d'une véritable diffusion et le manque de ressources chez les éditeurs qui visent ces marchés, bien, la solution, ce sont les actions collectives. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que les éditeurs se regroupent, peu importe le regroupement. Je pense aux presses universitaires qui ont déjà leur association, la PUC, qu'on cite dans le rapport de recherche, toutes sortes d'autres types de regroupements qui peuvent être mis sur pied. Encore, toujours est-il que ce qu'on propose, ce sont des actions collectives, plusieurs éditeurs qui se rassemblent ensemble et qui développent des stratégies de diffusion auprès des différents grossistes et consortiums du marché pour mettre en avant, pour rendre plus visibles, plus découvrables, les œuvres publiées par ces éditeurs-là. Donc, on peut penser, je vous donne un exemple, là, il y a toutes sortes de collections thématiques que les éditeurs du Canada pourraient mettre sur pied. L'une des plus naturelles serait certainement une collection qui traite des études autochtones, notamment qui est transdisciplinaire. Donc, en fait, il y a plusieurs thèmes comme ça que les éditeurs canadiens pourraient exploiter et rendre disponibles de telles collections chez l'ensemble des grossistes de façon collective, accompagnées probablement de campagnes promotionnelles ou publicitaires, ou plutôt communicationnelles auprès des consortiums et des bibliothèques universitaires du marché. Ça constituerait des efforts qui se rapprocheraient d'une véritable diffusion. Alors, ce que je veux dire ici, puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les grossistes distribuent les livres numériques chez les consortiums et les rendent disponibles, mais il y a un véritable besoin pour une véritable diffusion. Et donc, une diffusion, c'est-à-dire faire connaître les œuvres, toutes sortes de stratégies pour maximiser leur visibilité dans les catalogues des bibliothèques universitaires. Encore une fois, je repasse mes notes pour être certain de rien oublier d'important. En même temps, je regarde le temps. C'est bon. Il y a évidemment toutes sortes de petits détails que vous découvrirez dans le rapport qui viennent appuyer ce que je viens de vous dire sur l'importance d'une diffusion. Donc, des exemples de stratégies que vous pourriez développer, soit de façon individuelle. Hein, notre recommandation, elle est de faire des actions collectives, mais ça n'empêche pas aux éditeurs de faire des actions individuelles qui sont inspirées des stratégies qu'on propose. Bon, évidemment, j'arrive à des constats qui sont un peu plus naturels, circonscrits aussi. Celui-ci concerne le fait de considérer le marché comme porteur. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on fait notre planification stratégique sur 3, 4, 5 ans, on identifie des marchés qui sont porteurs, des marchés que l'on souhaite développer. Et on a remarqué dans les discours de plusieurs grossistes que des éditeurs rendaient disponibles leurs œuvres sur ces marchés, mais ne faisaient que peu d'efforts. Parfois même, les grossistes nous déclaraient que des éditeurs oubliaient de transférer les fichiers et les métadonnées d'un livre qui était paru il y avait plusieurs mois. Enfin bref,
ce que je veux dire ici, c'est que si on ne considère pas ce marché-là comme porteur, il est inutile, évidemment, de développer toutes sortes de stratégies. Donc, à la base, c'est une décision stratégique que de développer le marché des bibliothèques universitaires européennes pour un éditeur qui publie autant des livres scientifiques ou universitaires ou d'autres types de livres. Mais encore faut-il le considérer effectivement comme porteur et de telle sorte qu'à partir du moment où on désigne ce marché comme un marché où on souhaite développer au courant des prochaines années, ben, on va également y octroyer des ressources. Et c'est un problème aussi qui a été relaté dans les discours des grossistes, c'est-à-dire que très souvent, les gens qui gèrent la transmission des fichiers, de la production des métadonnées qui sont destinés aux grossistes de ces marchés, souvent, ce sont des personnes qui, dont ce n'est pas la tâche, hein, qui font ça en surplus de leur tâche première. Et donc, on constate que les ressources ne sont pas octroyées par plusieurs éditeurs, pas tous les éditeurs, mais plusieurs éditeurs pour développer ce marché. Autre élément, c'est le contrat d'auteur, évidemment. Le contrat que l'éditeur a avec son auteur, c'est en quelque sorte la prémisse à la vente à l'exportation. C'est-à-dire que pour exploiter une œuvre à l'étranger sur ces marchés-là, sous différents modes, sur différents modèles d'affaires, rappelez-vous tout à l'heure, je vous en ai nommé plusieurs. Alors encore faut-il que l'éditeur ait prévu cela à ses contrats d'auteur. Et ça, je vous invite, mesdames, messieurs les éditeurs, à réviser vos contrats pour vous assurer que vous pouvez effectivement, dans ces marchés européens, proposer les œuvres ou l'œuvre de votre auteur ou de vos auteurs sous l'ensemble des différents modèles d'affaires. Donc, le contrat d'auteur, c'est vraiment la prémisse de la possibilité d'exploiter ce marché ou ces marchés. Évidemment, on n'aurait pas pu passer sous silence la tendance ou le mouvement plutôt fort, très fort vers le libre accès. C'est une problématique qui, je sais, concerne beaucoup les presses universitaires canadiennes. Dans le rapport de recherche, pour nous, évidemment, il ne s'agissait pas d'une stratégie de vente de livres numériques parce qu'il ne s'agit pas de vendre des livres numériques, le libre accès, mais plutôt de les rendre accessibles gratuitement. Et donc, ça ne faisait pas partie de notre mandat de faire état de cette problématique-là, mais plutôt de la souligner. C'est ce qu'on a fait, puis je profite évidemment de la séance d'aujourd'hui pour le souligner. Et je dois aussi, par contre, souligner un élément important. C'est que dans le coup de sonde qu'on a fait, Marie-Ève et moi, dans les catalogues des bibliothèques universitaires, souvenez-vous, là, je vous disais qu'on a ajouté un 4e objectif à notre mandat, celui de prendre en quelque sorte la mesure de la présence des éditeurs canadiens dans les catalogues des bibliothèques universitaires européennes. On s'est rendu compte que très souvent, les livres des éditeurs canadiens qui étaient inclus dans les catalogues étaient des livres qui étaient déjà en libre accès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'explication à ça aujourd'hui, mais voilà, c'est un constat qu'on a fait. On ne peut pas non plus passer sous silence l'acte européen sur l'accessibilité, dont les exigences en matière d'accessibilité seront pleinement mises en œuvre en 2025. Vous le savez mieux que moi, vous êtes au cœur de cette situation. Et il y a une étude qui a été publiée par Livre Canada Books. Vous avez la couverture de cette étude devant vous à l'écran. Et donc, pour nous, il s'agissait de le souligner dans notre rapport. Et non pas d'en faire état, mais de vous référer plutôt à la lecture de cette étude qui a été publiée récemment, en 2021 en fait. Et c'est une étude qui traite à la fois des enjeux techniques qui sont reliés à la production des livres, évidemment des livres dits accessibles, mais aussi des enjeux d'indexation, donc les fameuses métadonnées, encore une fois, comment on fait en sorte que nos livres accessibles, donc que les fonctions d'accessibilité de notre fichier soient effectivement répertoriées dans nos métadonnées. Donc, c'est une étude qui en fait état.
On a aussi remarqué dans le cadre de la réalisation de notre recherche, on a remarqué que le livre numérique francophone universitaire semble être moins accessible que son homologue anglophone. On n'a pas pu, ni les grossistes dans le cadre des entretiens, ni Marie-Ève et moi, s'expliquer cette situation-là. Évidemment, vous me direz, oui, bien sûr, dans les pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on le disait tout à l'heure, les gens vont rechercher des documents dans leur langue maternelle, puis ensuite dans la langue anglaise. C'est de toute évidence certainement une piste, ou en tout cas un des éléments de réponse, mais puisque notre mandat ne concernait pas cet élément-là de façon spécifique, on n'a pas pu la documenter comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que les raisons ne sont pas claires. On n'a pas pu faire une recherche exhaustive qui documenterait les raisons d'une présence plus faible de l'offre francophone. Cela dit, chez Couperin, qui est le consortium le plus important dans la francophonie européenne, ils ont publié une lettre ouverte, ils l'ont publiée en 2021, et qui fait état de qui fait état de leur volonté de développer une offre francophone beaucoup plus solide, beaucoup plus riche au fil des prochaines années. Dans le rapport de recherche, nous vous avons mis le lien pour pouvoir prendre connaissance de cette lettre ouverte. Ce qui constituera certainement, dans un avenir rapproché, une occasion d'affaires pour les éditeurs francophones. Un dernier élément, c'est celui de proposer des œuvres qui sont pertinentes. De la même façon qu'un éditeur qui s'en va à Francfort ou à Londres ou à Guadalajara ou dans une foire étrangère, peu importe où elle est, de la même manière donc, que cet éditeur-là va soigneusement sélectionner les œuvres qui ont un véritable potentiel dans les marchés étrangers, ben, nous vous invitons les éditeurs à faire le même exercice, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les livres que vous publiez qui ont un potentiel et qui sont d'intérêt, devrais-je dire, pour les usagers des bibliothèques universitaires européennes. Et donc, il ne sert à rien de proposer des catalogues de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de titres si une grande proportion de ce catalogue est inintéressant ou sans intérêt pour une bibliothèque universitaire européenne. Donc, on appelle simplement à sélectionner les œuvres qui ont un réel potentiel. Vous pouvez faire cet exercice de différentes façons. Vous pouvez le faire notamment en consultant les différents grossistes avec qui vous faites affaire. En guise de conclusion, je veux vous parler de l'usager, vous vous en doutez bien, parce que le marché du livre numérique dans les bibliothèques universitaires, il est de plus en plus articulé autour des besoins de l'usager. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il est le consommateur final ici, c'est-à-dire que c'est lui qui, sur le catalogue, sur la base de données du catalogue de la bibliothèque universitaire, c'est lui qui va sélectionner les œuvres qui sont les plus pertinentes pour lui. Et c'est à nous, en tant qu'éditeurs, à lui donner tous les indices nécessaires pour qu'il puisse prendre une décision éclairée par rapport à notre produit, par rapport à notre livre numérique. Et donc, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être déployées pour faire en sorte que l'usager utilise davantage nos livres numériques, mais d'abord qu'il les découvre davantage, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais qu'il les utilise aussi. Je vous donne un exemple. L'usager qui est devant un livre numérique, il est devant une série de documents numériques pertinents à ses mots-clés, à sa recherche. Et on voit la couverture d'un livre. Hein, lorsqu'on a un livre numérique qui apparaît dans les résultats de recherche, on a sa couverture qui apparaît. Eh bien, quand on produit des couvertures en tant qu'éditeur, on les produit le plus souvent
en considérant son apparence dans le marché traditionnel, c'est-à-dire au format papier. On vous invite à considérer la réalité de l'écran et donc de la recherche dans un environnement numérique. Et donc à utiliser, à avoir recours là, sans vergogne à des sous-titres très évocateurs de ce qu'il y a à l'intérieur de vos livres, notamment. Bon, il y a évidemment plus de détails sur ce genre de stratégie dans le rapport de recherche, mais ce que je veux vous inviter à faire à titre de conclusion, c'est vraiment de considérer l'usager, de garder l'usager à l'esprit lorsque vous déployez, lorsque vous élaborez des stratégies de vente de livres numériques dans ce marché. Et plus vous allez le faire, plus vos livres seront découvrables et plus ils seront également utilisés et, in fine, ils seront achetés davantage par les différents consortiums. On est maintenant à la période de discussion, de questions. Je sais qu'il y en a déjà qui sont affichées. Je pense, Gabriel, que je peux aller voir. Mais en fait, je vais d'abord arrêter le partage. Ce sera plus simple pour moi, en tout cas. J'arrête le partage et je vais aller voir dans les questions-réponses. J'ai une question de Mélissa. Comment balancer les droits d'auteur avec les contraintes d'accès et d'usage? En offrant plus de liberté, on se ramasse avec le contenu disponible en téléchargement illégal. Je ne suis pas certain, Mélissa, de comprendre votre question. Comment balancer les droits d'auteur avec les contraintes d'accès? C'est-à-dire, j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est comment protéger le droit d'auteur et évidemment la rémunération qui s'ensuit avec les contraintes d'accès et d'usage. C'est une excellente question. Je vous inviterai à lire ma thèse si vous aviez des problèmes de sommeil. Mais très sérieusement, dans le rapport de recherche, je cite ma thèse à ce sujet-là parce que j'ai étudié les modes d'approvisionnement en livres des Québécois. Et évidemment, cette question-là s'est posée puisque dans l'industrie du livre, au Québec comme ailleurs dans le monde, on a longtemps cru qu'un livre emprunté dans une bibliothèque était un livre qu'on n'allait pas vendre. Or, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la bibliothèque constitue en fait une vitrine promotionnelle, en tout cas dans le marché du livre général. Dans le marché du livre universitaire, il y a certainement des distinctions à faire que je ne peux pas faire puisque je ne l'ai pas étudié. Mais ce que je vous dirais, c'est ce genre de discussion-là, il faut l'avoir avec chacun des grossistes avec qui vous faites affaire. Chacun des modèles d'affaires, que ce soit le evidence-based ou le patron-based ou peu importe là, les différents modèles d'affaires, chacun des modèles d'affaires présente une façon de faire qui équilibre justement la protection du droit d'auteur et sa rémunération, de même que un meilleur accès, un meilleur accès et un meilleur usage, ou un usage facilité, devrais-je dire, pour l'usager. Mais chaque modèle d'affaires chez les grossistes présente ce point d'équilibre et il faut discuter avec chacun des grossistes de chacun de ces modèles d'affaires. Puis, pourquoi il faut ça? Comme je le disais au début de la séance, c'est que la plupart du temps, presque de façon systématique, les modèles d'affaires sont adaptés de façon spécifique à des besoins et à des réalités spécifiques d'un consortium. Et donc, c'est la raison qui doit vous inciter à discuter de chacun des modèles d'affaires avec chacun de vos grossistes, malheureusement. Donc, autrement dit, il n'y a pas de réponse concrète. Merci, c'était une bonne réponse de toute façon. Il y a une autre question, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est dans le chat. Le chat, alors, existe-t-il un code de référence pour déterminer les métadonnées, par exemple, titre, sujet, ISBN, mots-clés, comment les définir et les inscrire au livre pour un succès maximal d'une recherche? Encore une fois, ici, je vous réfère à votre grossiste.
parce que, évidemment, je le disais tantôt, chaque consortium ou chaque bibliothèque utilise un catalogue qui a un fonctionnement très similaire, très semblable, mais quand même, il faut bien connaître ces fonctionnements-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche qui documente le fonctionnement des moteurs de recherche des catalogues. Il y a des recherches qui documentent les stratégies de recherche des étudiants et des chercheurs, mais pas le fonctionnement même des moteurs de recherche des bibliothèques universitaires. Mais les grossistes les connaissent bien de toute évidence, puisque au moment où le marché s'est structuré entre les consortiums d'un bord et les grossistes de l'autre, ces gens-là se sont parlé et ont fait en sorte que les métadonnées que les grossistes fournissaient allaient bien s'arrimer au catalogue des consortiums et des bibliothèques universitaires. Et donc, les grossistes qui vous distribuent sont à même de vous donner les particularités de chacun des consortiums en matière de métadonnées, on s'entend. J'espère que ça répond à votre question. Il y a aussi une recherche qui a été publiée par Clément Laberge je pense que c'est l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, ou en tout cas le ministère de la Culture et des communications du Québec, qui a publié une excellente étude sur la production de métadonnées, mais ça concernait surtout le marché du livre en général. Mais il y a là-dedans certainement des pistes qui peuvent vous éclairer pour le marché des bibliothèques universitaires. Mais je vous suggère, ma recommandation là-dessus, c'est vraiment de consulter chacun de vos grossistes pour vous assurer que les métadonnées que vous produisez, sont le plus riches possible pour chacun des consortiums. Je continue. Les contraintes d'accès et d'usage, on parle bien des DRM. Oui, c'est Mélissa qui pose la question. Est-ce que quand on parle de contraintes d'accès et d'usage, on parle bien des DRM? Les contraintes d'accès, ce sont des DRM, donc des Digital Rights Management. Ce sont des contraintes techniques qui vont réduire à la fois l'accès à un fichier, mais aussi l'usage. Cela dit, il y a aussi des contraintes qu'on appelle commerciales, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs, par exemple, qui vont rendre disponible la version numérique d'un livre après quelques mois, voire une année après la parution de son édition au format papier. Ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte commerciale. Et les deux types de contraintes, c'est-à-dire les contraintes techniques que sont des DRM et les contraintes commerciales que sont notamment les délais de publication au format numérique, sont toutes les deux des contraintes qui sont décriées, je vais dire ça comme ça, tant par les grossistes que par les consortiums et les bibliothécaires. Voilà. Il y a une autre question. Du CEMEC, nous sommes notre propre distributeur, alors on reste sans réponse. Alors ça, c'est une belle situation. Évidemment, je ne connais pas votre situation particulière, Alain, mais ça me ferait plaisir d'en discuter à un autre moment. Cela dit, ce n'est pas parce que vous vous distribuez vous-même que vous ne pourriez pas aussi vous adjoindre une distribution par les grossistes dont le rapport de recherche fait état. Comme je le disais tantôt, on est dans un marché de diffusion-distribution non exclusive. Et donc, vous pourriez continuer à vous distribuer vous-même sur ces marchés tout en confiant votre distribution non exclusive à certains ou à tous ces grossistes. Et par la même occasion, profiter de leurs connaissances de toutes les connaissances qu'ils ont des consortiums et de leur fonctionnement et de leur outil, de leur moteur de recherche, par exemple. Parfait. Et je crois qu'il y a une autre question de Mélissa. C'est quel est le meilleur outil pour produire des métadonnées bien structurées? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Généralement, chaque plateforme a son propre outil pour transmettre les métadonnées. Donc, c'est-à-dire que chaque grossiste utilise sa propre plateforme et son propre format pour que vous puissiez lui transmettre vos métadonnées. Et donc, il n'y a pas de réponse unique.
si vous signez une entente de diffusion-distribution avec chacun des 9 grossistes, vous auriez à transmettre vos métadonnées à l'aide de probablement 9 plateformes similaires, on s'entend, mais différentes également. Donc, il n'y a pas de réponse là non plus. Je suis désolé. Et je crois que ce sont toutes les questions pour le moment. Bon. Non. Ouais, je ne vois pas d'autres non plus. Parfait. Mais merci pour les questions et merci pour vos réponses. Encore une fois, Gabriel le disait tout à l'heure, s'il y a des questions qui émergent après la présentation, bon, plusieurs de ces questions pourront être répondues par la lecture du rapport qui sera publié, mais dans tous les cas, n'hésitez pas soit à joindre directement Gabriel ou à me joindre directement pour discuter de toutes sortes de questions que vous pourriez avoir. Ça me fera plaisir. Parfait. Le rapport sera disponible au printemps. So for those of you who are interested in getting to the further details that are available in the research report, we think the French version will be available early April or late March, and the English version will be ready around early April, mid-April. We're putting in the time for translation, but having had the good fortune of having seen the report first, I think a lot of the details, the kind of details that many of you are looking for are available and very easily accessible in that report. There's a lot of kind of rich information about what the wholesalers and consortia, the type of titles they're more interested, the kind of themes that they look for, how to contact them. It's a very rich report. I think it'll have a lot of really important, really key information for all of you. And again, as Stéphane has already mentioned, if you have any questions between now and the publication of the report, please feel free to send them our way. If you don't have Stéphane's email address, I'm not sure that we have provided it in the PowerPoint, but you can send it to me and I will be happy to forward the questions to him on your behalf. And yes, so thank you. Merci Stéphane, that's great. So thanks everyone for being here today. Merci Stéphane pour votre travail, pour la présentation. And thanks so much to our interpreters who have been helping out behind the scenes today. It's such a great service, a resource to have now. And thanks all of you for attending. As usual, I can't finish a webinar. We can't close one off without thanking the Canada Book Fund for helping support this event as well. But we are really looking forward to your feedback and to hearing hearing your thoughts on this or any questions you might have on the presentation, and then the report once it's published. We will let you know for sure. One last comment. Il serait apprécié d'obtenir par courriel des références utiles au sujet des métadonnées. Alors, un autre projet. Oui, je pourrais faire parvenir à Gabriel qui vous fera suivre les coordonnées, en fait la référence du rapport de Clément Laberge dont je parlais tout à l'heure, et éventuellement d'autres sur lesquels je pourrais mettre la main, là, mais je ferai un suivi avec Gabriel d'ici les prochains jours. OK, parfait. Merci beaucoup, everyone. Bon après-midi. Have a great afternoon, and we'll see you next time. Thank you. Au revoir tout le monde.